que d'aucuns connaissent ici dans des fonctions éminentes, mais que je connais comme vous aussi largement comme dramaturge. Et c'est avec le dramaturge et vous, puisque la parole sera aussi bien évidemment à la salle, que nous allons essayer ensemble d'évoquer cette langue française sur un thème qui s'appelle simplement, que nous avons intitulé « La langue française, toujours la même, toujours changeante ». Et vous verrez d'ailleurs que le titre va tout à fait avec l'œuvre de Jean Pillat, donc l'adaptation de... Pardon. Il y en aura d'autres au cours de la soirée. Il y en aura d'autres au cours de la soirée, mais ça fait partie des glissements. Et donc, on aura évidemment compris que la farce de Maître Patelin qui sera donnée ici et puis dans d'autres lieux pour cette francophonie, adaptation est aussi un très vieux texte du Moyen-Âge, et on verra aussi ce qui est devenu ce texte dans une réécriture. Alors, avant de te passer la parole et puis d'avancer avec vous, peut-être on aimerait vous passer une petite capsule, puisque vous savez qu'il y a au Bénin comme ailleurs les concours autour des 10 mots de la francophonie, et le premier mot, Bouchra, c'est jactance. Alors ça tombe très bien, parce que José se définit lui-même comme un auteur de théâtre de la parole, hein, et jactance, c'est aussi un terme d'un endroit que nous connaissons ensemble, Marseille, hein, un lieu de palabre. Il n'y a pas simplement les marchés du Bénin pour la palabre. Et donc je trouve que ce terme est tout à fait bien choisi. Donc jactance, avec une création de participants à cette écriture. Ce petit moment d'introduction. Alors aujourd'hui c'était un jour particulier, jour évidemment de la Journée internationale de la francophonie. Ça a été aussi un événement assez inhabituel, puisque le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé à l'Académie française sur une thématique tout à fait intéressante. On va la retrouver, une ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Il a évidemment fait un certain nombre de déclarations. La première, c'est, je cite un petit peu en vrac parce que ça va donner aussi la tonalité de notre échange. Il a parlé de décentrement en disant qu'il était aujourd'hui essentiel que le français s'émancipe, et il s'est émancipé de la France et il est devenu une langue monde. Simplement, le français aujourd'hui ne peut se développer que dans le plurilinguisme, dans le dialogue des langues, et pas sur une approche monolingue. La francophonie est une sphère dont le français n'est qu'une partie agissante, volontaire, mais consciente de ne pas porter seul l'avenir du français. Alors aujourd'hui, autour de cette France, de ce français langue monde, et dans un contexte plurilingue, le premier temps de notre échange avec toi, José, va être autour de la langue personnelle et la langue de l'écrivain. Alors, est-ce que tu peux, José, nous parler de ton rapport à la langue française?
Est-ce que c'était une langue découverte à l'école? Comment tu t'es situé dans ce contexte béninois forcément plurilingue? Merci, merci Jean-Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, mon rapport à la langue française, je dirais que c'est une histoire de l'Afrique, une histoire du Bénin en tout cas, déclinée à l'échelle de ma famille. Mon père était de nationalité française et de nationalité béninoise. Et il a oscillé toute sa vie entre le service pour le Bénin et tantôt le service pour la France. Quand moi je suis né, il était plutôt en service pour la France, coopérant français. Et du coup, je suis né en 1966. De 1966 à 1976, la langue que j'ai, la langue maternelle, c'est la langue française. En ce sens que, comme on n'était pas au Bénin, même si mes parents parlent le fon ou parlaient le fon, ils ne nous ont pas parlé le fon à la maison. Donc la langue qu'on parlait à l'école, mon père était coopérant au Togo et puis au Burkina Faso. Pendant ces 10 premières années-là, c'était l'école française, c'était des communautés, des Burkinabés ou des Togolais qui parlent français, puisque je ne parlais ni je crois que c'est le Mossi qu'ils parlent là-bas, au Burkina, et ni l'Evé, ni le Mina. Donc c'était le français, voilà, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère extérieure, la sphère de l'école. Et c'est à 10 ans que je découvre en fait le Bénin, parce qu'en 76, il rentre pour servir le Bénin, et c'est là que je découvre... alors pendant ces 10 ans, 66, 76, il y a eu des allers-retours pour des vacances, mais on sédentarise en 76, et c'est là que je découvre le fon et les autres langues du Bénin. Et donc voilà, mon rapport a d'abord été un rapport premier à la langue française, qui ensuite s'est évidemment enrichi de l'expérience béninoise, donc du fon, et puis de la musicalité des autres langues. Musicalité, c'est un mot que je vais beaucoup utiliser ce soir parce qu'il définit bien mon rapport à la langue française. C'est d'abord un rapport musical, au sens où ce ne sont pas tant les mots qui comptent, ni la syntaxe, ni la grammaire, c'est vraiment le rapport à ce que la langue a comme musicalité, comme phrasé, comme rythme, qui va aussi déterminer plus tard mon parcours d'auteur. Merci José. Donc le français, c'est une langue de la maison. Le fon, c'est une langue que tu découvres et que tu t'appropries parmi d'autres. Et tu choisis d'écrire en français. Et tu dis toi-même, parlant de ton théâtre, à propos de la pièce, de la farce de Maître Patin, de son adaptation, mon travail, comme c'est souvent le cas, est un théâtre de la parole. Tu viens de parler de musicalité, mais tu parles de parole. Cette parole théâtrale, elle passe aussi à l'écrit par le français. Oui, en fait, je choisis la langue. La question du choix est intéressante. Je ne sais pas si je choisis vraiment la langue française. Je choisis une langue voilà, dans laquelle je nais, dans laquelle je grandis, dans laquelle j'étudie jusqu'au bac et au-delà. Donc je ne sais pas s'il y a un choix vraiment. Le choix, il va venir dans le travail d'auteur plus tard. C'est-à-dire que je vais inventer mon propre langage au sein de l'idiome français. Donc il s'agit d'inventer une langue. Le travail de l'auteur, c'est ça. C'est au sein d'un idiome qui vous est, dans lequel vous naissez, qui vous est un petit peu imposé. Ce n'est pas comme si j'étais arrivé au monde dans un carrefour de choix entre l'espagnol, l'anglais, le fon ou le dindi, et que je disais, voilà, j'avais choisi. Donc, c'est pas exactement ça. Donc, c'est pas un choix, c'est une langue que je découvre par mon histoire, par mon parcours. Et quand je fais le choix d'écrire, le processus de devenir un auteur, pour moi, va passer par une sélection dans le langage pour dire mon monde à moi. Je dis souvent que
on me demande de quel pays je suis, et je dis souvent, je suis de la géographie de ma langue, de cette langue que j'invente pour raconter des histoires. Donc il n'y a pas vraiment de choix de la langue française, il y a une évidence d'un langage qui m'est donné, et puis au sein de cela, pour créer mon monde, pour créer mes espaces, j'opère des choix, là, cette fois-ci, au sein du langage, pour créer des mondes qui soient propres, quoi. Alors, une question qu'on avait eu à évoquer déjà ensemble, d'ailleurs, je crois que c'est une des premières questions dont on a discuté en Arménie quand on s'était rencontrés. Je voudrais un petit peu que tu nous dises pourquoi ou qu'est-ce qui fait cette appétence particulière, pas exclusive, mais cette appétence particulière pour une écriture qui revisite les classiques français. Je prends, alors on vient de parler de la farce de Maître Patelin, texte du Moyen-Âge autour de 1450, 1460, mais parmi tes titres, le complexe de Thénardier, donc la référence est entendue, Mon petit poussé, et puis un texte moi, que j'ai adoré, puisqu'évidemment il faisait référence à Alphonse Daudet et à la chèvre de M. Seguin, c'est Monsieur Blanchette et le loup. On voit bien là une connivence avec des classiques qui sont aussi des classiques de la littérature d'éducation. Ce sont des textes qui sont des textes marquants de l'élaboration de l'identité dans ta scolarité. Donc pourquoi voilà. Parce que en fait mon parcours est un parcours de littéraire, au-delà donc du langage premier qui a été le français. J'ai, après mon bac littéraire, opté pour des études de lettres modernes à la Sorbonne. Et donc, forcément, quand on fait les lettres modernes, on s'installe dans la littérature, on découvre la littérature. Voilà, j'avais une passion, oui, pour les lettres, pour la littérature en général et la littérature française, qui m'a ensuite permis de découvrir la littérature francophone et puis d'autres littératures. Donc, les références, oui, c'est très mon parcours personnel est très référencé de littérature française, des classiques, de beaucoup de poètes. Et quand je me mets à voir mon parcours d'auteur, d'écrivain, c'est aussi cette relation classique que je réinvente, que je revisite à l'aune cette fois-ci de mon propre rapport au monde. Donc c'est vraiment lié à mon parcours universitaire, de littéraire. Revisiter, réinventer, c'est aussi le passage d'un français, d'une langue française classique, enfin celle de l'école, avec ses normes, sa grammaire, sa structuration, sa standardisation, à une recréation. Comment est-ce que tu joues de cette langue classique qui est celle de ta formation? Comment tu t'en empares? Comment tu l'as fait tienne? Alors il y a eu deux événements marquants dans mon parcours d'auteur. Le premier, on va dire que dans ma première phase d'écriture, j'avais un rapport un peu scolaire au langage, un rapport un peu narratif, un rapport, j'ai envie de dire, du bien écrire. Ça, c'était vraiment les phases d'apprentissage. Et puis, il y a une rencontre qui va devenir vraiment déterminante, c'est la rencontre de la poésie d'Arthur Rimbaud. Et c'est Rimbaud qui donne ce qui pour moi est devenu comme un mantra, comme ça, un bréviaire, quelque chose qui me guide dans mon parcours d'auteur, c'est le poète doit inventer une langue. Et c'est vraiment cette notion de l'invention d'une langue qui m'a guidé. Alors ça a été un peu comme une phrase mystère, mais qui a commencé à me questionner. Qu'est-ce que ça veut dire inventer une langue? Est-ce que c'est créer un langage nouveau avec sa propre grammaire, sa propre syntaxe? Voilà, j'ai commencé à me poser des questions. La deuxième rencontre essentielle, ça a été l'écriture de Sony Laboutansi, l'écrivain congolais. Parce que j'ai été frappé, alors moi je découvre la littérature, je suis à la Sorbonne en classe de lettres modernes où j'étudie beaucoup d'auteurs français, et puis il y a un département de littérature francophone qui m'intéresse forcément avec mes origines africaines.
je m'y inscris et je découvre Amadou Kourouma. Il y a plein d'auteurs qui sont au programme de ce département-là, et il y a Sony Laboutansi. Et je rencontre cette écriture incroyable avec le roman La vie et demie. Je lis ce roman et je suis vraiment... je comprends ce que Rimbaud veut dire. Comment, au sein d'un même idiome, si on prend chaque mot de chez Sony Laboutansi, c'est du français, mais mis bout à bout, c'est un autre langage, c'est autre chose qui se met en jeu. Il crée un monde qui lui est propre. Et ça a été d'autant plus confirmé que j'ai partagé. Moi, j'ai été un vrai choc de découvrir Sony Laboutansi, une révolution personnelle dans mon parcours. Et c'est une révolution qui s'appuie sur le fait que je partage. J'avais des amis à la Sorbonne avec qui je partageais beaucoup nos amours littéraires, nos passions, nos auteurs. On s'échangeait et je leur donne à ces amis-là, qui ne connaissaient pas du tout la littérature africaine, je leur donne à lire La vie et demie parce que ça m'a profondément chamboulé. Et la réaction que j'ai eue d'une amie à la lecture, elle m'a dit, mais ce n'est pas du français. Elle m'a dit, c'est pas écrit en français. Mais dans sa bouche à elle, c'était négatif, c'était de dire, mais genre, il parle petit nègre, c'est pas du français. Enfin, il faut qu'il n'y a pas d'éditeur derrière ça. Comment est-ce qu'on peut publier ça? Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, ok, donc le chemin, il est là. C'est quand un auteur a cette force-là d'inventer son propre langage, qui sème à ce point le trouble dans l'orthodoxie, dans la norme, et qu'il crée ce monde qui est propre, mot à mot, qu'il est auteur, qu'il devient un artiste. Et ça a été le déclencheur. À ce moment-là, j'ai commencé, mon rapport à l'écriture a changé, et je me suis mis en quête de l'invention de ma propre langue, avec mes armes à moi, qui sont celles du domaine de la littérature, mais surtout avec cette capacité à télescoper des idiomes, à faire se rencontrer, à inventer des mots valises, à créer des métaphores propres. Voilà. Le langage, à ce moment-là, s'est transformé. Il y a vraiment eu Rimbaud et Sony Laboutansi. C'est une passion que je partage et on a la même référence sur ce texte. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant Sony Laboutansi, que je ne sais plus si c'était du français ou pas, mais ce que je sais, c'est que se crée un monde absolument colossal. C'est un créateur d'îles, hein, c'est un créateur d'espaces nouveaux, qui semble réaliste, hein, puisqu'il se passe des choses assez terrifiantes, mais qui est un monde dans lequel la langue, ce qu'elle est devenue, et c'est à partir de Sony Laboutansi que j'ai eu vraiment cette certitude que on ne pouvait pas parler de français en Afrique, mais du français d'Afrique. Très clairement, ça n'est un exemple, tout simplement parce qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie, il y a véritablement une appropriation, et le président Macron disait tout à l'heure quelque chose d'étonnant. Il disait finalement on peut faire des choses magnifiques en français, on peut faire des choses horribles en français, on peut aimer et on peut torturer en français, et il y a des tyrans qui sont en français, mais en faisant de la langue des colons leur langue, les anciens colonisés ont apporté un nouveau regard à notre langue, d'autres expériences qui transforment notre vision du monde, et il ajoute ma vision du monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet univers, hein, je dirais, où il y a un cœur et des périphéries, un empire romain et des frontières de l'empire romain, mais véritablement une langue qui n'est pas seulement partage, mais qui est complètement recréée. Alors, est-ce que tu partages cette idée qu'il y a un français d'Afrique, on connaît ses inventions lexicales, etc. Mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu peux dire que le français est véritablement une langue endogène, que c'est une langue d'Afrique et pas une langue d'exportation? Oui, enfin moi j'en suis convaincu depuis très très longtemps. Je suis content que au plus haut sommet de l'État français on s'en rende compte aujourd'hui, mais c'est un combat qui a été long, très très long, pour les gens, les auteurs de ma génération. Je pense à des amis comme Kossi Efoui, Kofi Kwaoulé et quelques autres. C'est un combat qu'on a mené à notre corps défendant, c'est-à-dire que c'est un combat qui s'est un petit peu imposé à nous. Dans les années 80,
90, quand on a commencé toute cette génération d'auteurs d'origine africaine qui travaillaient beaucoup en France et ont commencé à être joués. L'écrin premier de monstration de notre théâtre, c'était le Festival des Francophonies de Limoges. Et ce festival est intéressant parce que il a été créé par Pierre Debauche, il participe à l'histoire de la décentralisation, il y avait une dimension extrêmement militante, et il y avait aussi une volonté d'installer cette problématique que Calix Beyala a très justement posée en incipit d'un de ses romans. Elle a dit cette phrase qui, pour nous, résonnait très fort, qui a fait polémique, mais elle disait la France est francophone, la francophonie n'est pas française. Et cette phrase disait bien déjà le débat qui se posait, parce que ce que les auteurs refusaient dans l'idée de la francophonie, du Festival des Francophonies, c'était qu'ils voulaient que dans la programmation, il y ait des auteurs libanais, québécois, africains, mais aussi des auteurs du Mans, de Marseille ou de Paris. Et que cette idée de dire il y a un festival qui est réservé à des Français d'ailleurs, et puis Limoges est la capitale des Français, des langues françaises d'ailleurs, et puis tout le reste de la France, c'est la langue française, entre guillemets, noble et pure, créait vraiment des débats houleux à cette époque-là. Et ce qui était intéressant dans le Festival des Francophonies, c'est le vice que cette notion de français d'Afrique avait installé chez les publics des francophonies, parce que on sait très bien que le théâtre, c'est un art formidable, majeur, mais relativement mineur en termes de public. C'est toujours les mêmes cibles de public qui vont au théâtre. On dit en règle générale qu'à Paris, sur 15 millions d'habitants, si on compte la périphérie, ça ne bouge pas depuis 30 ans, c'est 2,5-3 millions de gens qui fréquentent les mêmes théâtres, les mêmes abonnements. On a ce problème-là au Festival d'Avignon. Dans le IN, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Le renouvellement des publics est une vraie problématique au théâtre, mais c'est une parenthèse. Donc, chez le public qui avait l'habitude de rencontrer ces Français d'ailleurs, de Côte d'Ivoire, du Mali, de Mauritanie, les Français d'Afrique, comme tu dis, il s'est installé un imaginaire très particulier. C'est-à-dire que, pour eux, quand on utilisait cette langue-là, ces Français d'ailleurs, ça véhiculait son chariot d'imaginaire africain, tel qu'on pouvait se l'imaginer, c'est-à-dire parler de la savane, parler des éléphants, parler de... Voilà, tous les clichés qu'on peut imaginer de l'Afrique. Et ça a perverti un petit peu les choses, de mettre ça comme dans un ghetto, dans une... Et quand nous on arrive, cette nouvelle génération d'auteurs qui s'émancipe de cette notion de Français d'Afrique, pour dire simplement, il y a des Français. C'est pas tant le français, parce que si on spécifie trop, si on dit les Français d'Afrique, on réduit. La langue de Kofi Kwaoulé, c'est une langue d'auteur. Il se trouve qu'il est d'origine africaine, mais ça n'a aucune importance. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Avec nos armes à nous, nos langues d'auteurs, et pas d'auteurs africains, mais d'auteurs qui télescopent. Évidemment, moi, quand je parle, et je raconterai une anecdote par rapport au complexe de Thénardier et au rapport au langage, mais quand j'écris, quand je palabre mon théâtre, je sais où, je peux identifier parfaitement où est l'Afrique dedans. Elle n'est pas dans le fait de mettre 3 hippopotames et un lion. Elle va être dans l'art du détour, dans la métaphore, dans cette chose qu'on retrouve beaucoup à la cour royale d'Abomey, où la palabre, vous savez, les pays qui ont eu des cours comme Abomey, ou comme chez Louis XIV, un mot de trop vous coupe la tête. Donc on apprend le langage, et moi je me suis beaucoup inspiré de ça pour écrire mon théâtre. Et donc je termine en disant que la bagarre que nous avons menée à l'époque, ces auteurs-là, c'est que les publics de Limoges, qui étaient donc habitués à un certain français d'Afrique et les images qu'ils charriaient, regardaient nos pièces de théâtre, et il y a eu une anecdote avec Kossi Efui, le grand auteur togolais, qui a fini en castagne parce que
le théâtre de Kossy et Fouy, qui est un théâtre de son invention, de son langage à lui, de son univers, ne correspondait pas du tout aux attentes et aux clichés qu'on imaginait d'un auteur d'Afrique. Et il a donc confié son texte, un texte magnifique qui s'appelle Le Carrefour, qui avait eu le prix RFI de théâtre à l'époque, à un metteur en scène qui n'a rien jugé de bon que de dire, bon, mais puisque le langage et le texte ne parlent pas d'Afrique suffisamment et que le public ne s'y retrouvera pas, il a éprouvé le besoin dans la scénographie de rajouter justement des lions, des forêts et des girafes. Et donc l'auteur s'est fâché, il lui a cassé la figure. Mais on a dû mener ce combat-là. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a dans ce rapport à la francophonie, à la langue française, cette question de vouloir mettre dans des cases qu'il faut à tout prix éviter. Et l'élargissement, l'ouverture, le fait de dire le français des Québécois, le français des Suisses, des Belges, et le français qui vient d'Afrique, qu'elle soit du Nord ou de l'Ouest, participe à un même pot commun qui est l'invention d'une langue, la réinvention d'une langue et la capacité à l'enrichir par les origines diverses qui la nourrissent. Tu te souviens en 2016, 2007, du lancement sous l'égide de l'Ecclésio du manifeste signé par un certain nombre d'écrivains sur la littérature au monde, qui mettait en cause justement cette idée de francophonie, et le mot littérature au monde rejoint tout à fait, enfin le concept rejoint tout à fait ce que tu dis. Littérature au monde, écrivait l'Ecclésio, parce qu'à l'évidence, multiples, diverses, sont aujourd'hui les littératures de langue française de par le monde, formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs continents. Mais littérature au monde aussi, on rejoint l'artiste, parce que partout celles-ci nous disent le monde qui devant nous émerge, et ce faisant retrouve auprès de décennies, après des décennies d'interdits de la fiction, ce qui depuis toujours a été le fait des artistes, des romanciers, des créateurs, la tâche de donner voix et visage à l'inconnu du monde et à l'inconnu en nous. Donc c'est effectivement cette expérience de l'auteur qui donne cette vie. Un élément peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je voudrais juste revenir à la farce de Maître Patelin. Texte étonnant, j'ai comparé le texte classique, mais évidemment réécrit, puisqu'il n'est pas en ancien français, avec ton écriture, et pas simplement dans le fait que dans ton écriture, tout le monde est menteur, y compris le juge, ce qui n'était pas le cas dans la forme primitive, mais ce qui fait aussi la force de cette farce de Maître Patelin au Moyen-Âge, c'est le plurilinguisme. En fait, c'est un texte qui vit de l'invention du langage, puisqu'en réalité, quand Maître Patelin ne veut pas être reconnu de Guillaume, il se met à parler en tant que malade, il est allongé, évidemment c'est une farce, il est allongé et il se met à parler en une demi-douzaine de patois, de langues que nous on appellerait aujourd'hui régionales. On va avoir du limousin, de l'angevin, du poitevin, du normand, du breton, du latin. Et en fait, on se rend compte que justement, le français, c'est aussi quelque chose qui vit avec ces langues-là. Et que la normalisation que l'on connaît de la langue de l'académie a aussi mis entre parenthèses cette magnifique capacité d'invention des langues régionales, qui étaient des langues très largement parlées en France jusqu'au XIXe siècle. Voilà donc une expérience aussi que je vous invite à découvrir dans cette magnifique réinvention, véritable réinvention, avec un fait majeur, c'est que finalement, je ne sais pas si c'est en français, mais l'art de la palabre dans ce texte, et chez toi aussi, c'est fait pour tromper. C'est fait pour tromper. C'est fait pour ne pas communiquer. Et le seul qui s'en sort, finalement, c'est celui qui dit « ben ». Hein, c'est celui qui fait la chèvre.
Alors, peut-être maintenant vous donnez la parole. Alors, vous me permettrez, dans les échanges, puisqu'on va essayer ensuite, pardonnez-nous de ne pas respecter les temps de différentes parties. Je crois qu'il est intéressant, quand on a la chance de rencontrer une personnalité artistique, un auteur comme José, qui a énormément de choses à dire sur son écriture, de ne pas, voilà, encore une fois, se dire que peut-être les autres parties sur le français et l'économie, le français et le développement seront peut-être un peu plus courtes, sauf si vous en jugez différemment. Je vous propose de vous passer la parole. Alors, ça peut être pour un témoignage, une réaction, qui n'appellera pas forcément de notre part de réaction. Ça peut être pour une question, et vous me permettrez, si évidemment les interventions sont peut-être un peu digressives, vous me permettrez d'utiliser la fameuse sentence très connue de la phrase de Maître Pateneur, « Revenons à nos moutons », puisque l'expression vient bien de la farce. Donc je vous invite à revenir à nos moutons, et en vous passant la parole, on prend 3 réactions et puis on circulera. Merci. Il était question de la présence du président François Hollande au Burkina Faso, qui a manifesté la volonté de faire de la langue française la première langue au monde. Aujourd'hui, nous savons que le français a pris assez de recul, se retrouve derrière l'anglais, l'arabe et d'autres langues. Alors ma question, la première pour vous, c'est où le français se porte le mieux aujourd'hui dans le monde? Est-ce en France ou en Afrique? Parce que je vois que le combat du président français aujourd'hui est assez concentré sur l'Afrique. Et j'aimerais aussi qu'on nous parle de la francophonie en termes politiques. Ce n'est pas que de l'art, ce n'est pas que des verbes, mais aussi l'impact sur le plan politique, surtout au niveau des pays africains, les anciennes colonies. Et la deuxième question pour finir, vous avez forcément lu la lettre de l'écrivain congolais Alain Nakambou, si j'ai bonne mémoire. Voilà, merci, désolé. Alors vous avez lu sa lettre, son refus de participer à ce projet de revoir l'écriture française qui a été proposée par le président. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? A-t-il bien fait de se décaler de ce projet, ou vous pensez qu'il aurait dû revoir sa copie et y participer autrement? Merci. Merci. Je vais te passer tout de suite la parole. Si vous le permettez, le deuxième thème sera plus le français, langue de communication, politique, économique, développement. Donc on garde tout de suite cette deuxième question comme première question sur la partie, j'allais dire, fonctionnelle de la langue. Alors, le français se porte bien, mal, ou mieux qu'ailleurs, et une question qui nous interroge directement, mais qui pourrait aussi interroger les jeunes Français, les difficultés des jeunes Africains à s'exprimer en français. Comment tu te situes? Régression, recul, avancée, concurrence? J'ai pas de baromètre, j'ai pas d'outils de mesure pour répondre à cette question. Je peux vous parler de mon expérience de 30 ans de navigation à travers le monde en espace créolophone, francophone, hispanophone, anglophone. Donc c'est vraiment des impressions, ce n'est pas une réponse exacte. Comment se porte le français? De manière objective, je dirais... Bon, déjà, moi, j'ai un problème avec les célébrations. Pardon pour la journée de la francophonie, mais c'est pas propre à la journée de la francophonie. J'ai un problème parce que j'ai le sentiment que quand on se met à célébrer quelque chose, c'est comme si on était dans une posture de défense, comme si on se sentait déjà menacé et qu'il fallait donc manifester quelque chose pour montrer qu'on existe.
où on existe ou on n'existe pas. J'ai beaucoup vécu en pays anglophone. Je n'ai pas connaissance qu'en Angleterre ou aux États-Unis, il y a une journée de l'anglophonie ou de l'anglais. Je ne crois pas. Ou alors ça m'a échappé. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas non plus, pour y avoir passé un petit peu de temps, même si j'y ai pas vécu, qu'il y ait une journée du mandarin ou une journée de l'arabe. Mais je parle sous toute réserve. J'attends qu'on me dise le contraire. Donc, cette question de mettre en avant la francophonie, mais ça permettra je fais une incise qui permettra de remédier sur la deuxième partie du sujet, est de l'ordre, à mon avis, plus politique que linguistique. Donc, comment se porte le français dans les territoires que moi j'ai traversés? J'ai envie de dire, très honnêtement, si le mesureur, si c'est la langue parlée, c'est le nombre de gens qui se servent de cette langue pour communiquer, pour échanger, pour faire du business, je dirais qu'elle se porte très mal. Très très mal, parce que partout où je vais, la langue qui est le plus parlée, c'est l'anglais, c'est l'espagnol. Voilà, même dans des territoires, je prends l'exemple par exemple de nos amis du Québec. J'ai beaucoup fréquenté le Québec, Montréal. Plusieurs grands metteurs en scène québécois ont monté de mes pièces, et donc j'ai une très grande... Et les Québécois, c'est l'exemple même de ce que je disais. Ils sont dans une défense et illustration de la langue française. Ça s'explique. C'est une enclave française et francophone dans un océan anglophone. Leur histoire passe par l'identité et le rapport à la langue. Donc cela s'explique. Mais allez à Montréal aujourd'hui, et ils sont les premiers, ils ne supportent pas que les Français renoncent à mettre beaucoup d'anglicisme dans leur langage parlé. Leur rapport à la langue va très loin, hein, très très loin. Tout est en bilingue. Vous n'allez pas voir un panneau quand vous êtes en train de rouler, vous n'allez pas voir un panneau stop, vous allez voir un panneau arrêt. C'est eux qui ont inventé ce joli mot du courriel au lieu de dire email. Ils trouvent des équivalences en français pour tout, parce que pour eux, c'est un combat. Et la francophonie, la journée de la francophonie, c'est tous les jours à Québec. Sauf que, la réalité de la vie quotidienne au Québec, c'est que vous faites la rue Sainte-Catherine à Montréal, vous entendez parler anglais tout le temps, mais tout le temps. Les jeunes, tout le monde parle anglais. Deuxièmement, dans le même temps où ils taquinent leurs cousins français sur « Ah oui, mais pourquoi vous utilisez tel anglicisme ?» C'est presque du French bashing hein, là-bas. Passez-moi le mot en anglais de dire, dès qu'un Français s'exprime, mais oui, mais pourquoi tu mets tel mot anglais? Bon, c'est de bonne guerre, mais eux-mêmes, presque à leur corps défendant, notamment les jeunes générations, regardez des séries télévisées québécoises avec cet accent si particulier, il y a des mots, des anglicismes tout le temps. Si vous prenez le théâtre d'un grand auteur comme Wajdi Mouawad, qui est d'origine libanaise, d'adoption québécoise, de nationalité française, quand il met en scène des acteurs québécois et qu'il leur fait parler le français de Montréal, c'est 2 mots sur 4 sont des anglicismes. Donc l'anglais s'insinue partout, il entre dans le quotidien et on ne s'en rend presque pas compte. Donc c'est juste pour répondre à cette question que moi, de mon expérience toujours empirique, hein, je dis sans baromètre, c'est de me dire que là où j'entends le plus parler français, c'est d'une part en France, un petit peu en Suisse, un petit peu en Belgique, et puis dans une certaine Afrique. Et vous prenez l'exemple par exemple du Rwanda qui en 1 ou 2 générations a décidé politiquement de changer de langue et aujourd'hui tous les Rwandais parlent anglais. L'élite d'une certaine génération continue à parler français, mais c'est rare. Aujourd'hui, les jeunes rwandais vous parlent en anglais. Toutes les réunions, j'ai fait plusieurs réunions professionnelles là-bas depuis que je suis ici, tout se fait en anglais, plus du tout en français. Donc,
ce rapport à la langue française, je ne saurais l'expliquer. Je dis simplement qu'il y a une langue qui est celle de la vie, du commerce, du business et des rapports entre les gens, qui est l'anglais, qu'on entend partout. Et que le français reste dans des poches. Quand je dis dans des poches africaines, c'est que même quand vous êtes au Bénin, pays francophone, si je vais dans une administration, un ministère, ou dans les réunions ministérielles auxquelles je participe, on parle tous en français. Et puis dès qu'on va sortir de la réunion, et ça on le voit beaucoup également aux Antilles, où ils parlent français dans les réunions officielles, et puis dès qu'ils sortent de la réunion, on parle en créole. Ici c'est la même chose, on parle en français, réunion ministérielle, et puis dès qu'on sort, on parle en fond, en mina, etc. Donc, pour répondre enfin vraiment définir à cette question, je n'ai pas le sentiment que c'est une langue qui gagne des parts de marché. J'ai plutôt le sentiment que c'est une langue qui se transforme, qui change. Quelqu'un a posé la question du bien parler français. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bien parler français. Franchement, je ne sais pas. C'est très relatif. Est-ce qu'on parle du français académique que très peu de Français eux-mêmes parlent encore aujourd'hui? C'est quoi le bien parler français dans votre question? J'ai plutôt envie de l'interroger. Moi, ce que je vois, c'est cette langue absolument formidable que vous avez en Côte d'Ivoire, où c'est du français tout le temps, même matiné, de plein d'expressions, de dioula, je crois que c'est le nouchi qu'ils appellent ça. Bon, pour moi, c'est du français, ça. C'est du français. Ce n'est plus le français de Racine ou même de Hugo, mais c'est du français parce que cette langue, et je crois que peut-être que entre guillemets, le salut, puisque je parlais de défense et illustration, le salut de cette langue passera par le fait d'accepter que la norme au sens classique du terme, elle est mortifère. Ce qui a fait la vitalité de l'anglais, c'est qu'elle s'est adaptée. Le pidgin, partout vous avez des créoles en anglais qui s'adaptent et qui sont là pour que les rapports humains fonctionnent. Et si le français ne prend pas ce virage de s'adapter à ces terroirs, à ces territoires, à mélanger, à télescoper les choses, j'ai un peu peur que le français ou littéraire ou classique reste quelque chose d'un peu peut-être confiné à l'hexagone, j'en sais rien. Ce serait vraiment des impressions que je partage. Juste peut-être, puisque nous sommes déjà passés dans, je dirais, avec un doux glissement sur le deuxième thème, hein, c'est-à-dire francophonie, communication, économie, influence, je vous propose juste de passer une petite capsule sur un deuxième thème. C'était quoi le deuxième mot? Ça nous fait, comment on appelle ça, une gymnique, c'est ça? Bon, je ne sais pas trop où on était. Alors, écoute, peut-être en attendant, on est déjà sur le... Voilà, juste, c'est quoi le deuxième bagou? Maître renard par l'odeur alléchée, lutin à peu près ce langage. Mais bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre image, vous êtes le félix des héros de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Pour montrer sa belle voix, ou un large bec, laisse tomber sa foi. Maître le renard a du bagou. Voilà, alors, je vous propose d'avoir du bagou, puisque nous sommes entrés dans la deuxième phase. Je souhaiterais rendre tout de suite, si tu l'acceptes, José, la parole à la salle à partir de ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, le français, effectivement, ne serait plus cette
je dirais, aurait perdu, alors je vais grossir ton trait, aurait perdu le combat comme langue internationale, je dirais, de communication, mais aussi d'intérêt, intérêt économique, intérêt pour le tourisme, intérêt pour le numérique, et que le salut pourrait passer. Alors, je ne sais pas si ça rétablirait une place du français dans le monde de l'économie, mais tu as fait, sans le nommer, José, l'éloge du métissage linguistique. Hein. C'est très clairement de créer... Alors, je ne vais pas jusqu'à créolisation du langage, mais c'est bien quelque chose qui ouvre cette porte-là. Donc, je voudrais, avant que José réagisse, vous renvoyer à cette image. Alors, est-ce qu'on a perdu, la partie? Est-ce que, finalement, le français et l'anglais ne sont pas aussi nécessaires à l'Afrique, mais seulement l'anglais? Comment est-ce que, de votre côté, vous-même, vous réagissez à ce propos? Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous le nuancez? Est-ce que vous souhaitez interroger José pour qu'il approfondisse cette vision qui est quand même assez, je dirais, pessimiste, hein, on peut le dire ça comme ça, mais c'est très bien justement parce qu'elle permet de relancer. Je dirais, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui compte. Mais à vous la parole et revenons à nos moutons. Qui réagit? Oui, bonsoir et merci pour le thème de ce soir. Alors moi, j'ai une préoccupation par rapport au Bénin. Le Dahomey d'hier, le Bénin d'aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, vous avez, comme vous l'avez dit, un Français qui est très populaire. Où les gens n'ont pas peur à tous les niveaux de s'exprimer. Vous allez au Niger, les gens n'ont pas la trouille à parler, à mélanger. Mais au Bénin, il se pose un problème où tout le monde se surveille. Dans il a dit un, et dès que vous faites une petite erreur, les gens vous regardent et sautillent. Si bien que vous voyez, les gens n'interviennent pas au cours des réunions, ou bien même ne veulent pas parler français. Et moi, je trouve que c'est un peu dangereux, si vous voulez, pour la langue française et pour l'avenir de la langue française. Merci. Une autre intervention. Merci de regarder on ne voit pas très bien qu'il lève la main. Donc merci de regarder. Bonsoir à tous. Ici c'est bienvenue à Pau. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que le français a eu la chance de parcourir les pays colonisés en Afrique. Parce qu'il y avait le plurilinguisme en Afrique en ces temps-là. Mais pour avoir la seule langue qui serait profitable à tous dans un seul pays, c'est que tous apprennent une seule langue pour pouvoir se communiquer ensemble. Et cette langue-là, c'est la langue française. Mais maintenant, là, avec la mentalité actuelle des Africains, s'ils pouvaient changer de langue, d'abord, il faut voir ce que la langue apporte à l'Afrique. Si la langue que vous utilisez ne vous apporte rien de concret, il faut mieux la changer. Mais la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas changer cette langue aussi facilement. Parce qu'on est ancré dans la langue française. Donc, il faut que la francophonie, qui me serait bien définie, je ne connais pas exactement la définition de la francophonie, il faudrait que la francophonie revoie sa copie pour voir l'intérêt que les Africains auront en cette langue-là qu'ils parlent depuis longtemps. Merci beaucoup. Juste une réaction à... non, je la laisse, je la garde pour après. Ensuite, oui.
Il y avait une intervention, Pierrick, attends. Il y avait une main ici, juste là. Voilà, merci aussi. Je voudrais simplement partir de cette pensée d'Alain Foucault. Il a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je ne veux pas parler du cas de la Côte d'Ivoire où la langue française subit chaque fois et à toutes les heures de modification de réalité du pays. Mais il nous arrive aussi dans nos mondes scolaires, niveau supérieur, surtout que nous constatons que la langue française a aussi évolué. Aujourd'hui, quand on parle français, il y a certains groupes sociaux qui trouvent que c'est le français archaïque. Il y a des mots, mais je n'ai pas tous les mots ici, mais on parle français, on trouve que ces mots, ça là, c'est dépassé. Et même ça se suit ici, l'RFI chaque fois. Et secondo, si je prends le cas précis aussi de la francophonie, le président Macron, au niveau de l'académie, vient de trouver que la langue française qui peut, en même temps, comment dit-on, la langue française est une identité qui tient à donner aux migrants qui viennent bientôt là, que c'est une identité. Et je voudrais maintenant comprendre, je n'ai pas bien compris c'est une identité, bien sûr, je sais, mais que ça serait une identité qu'ils vont donner aux migrants. Voilà, je n'ai pas bien compris ça. Une dernière intervention, et puis on repartira sur un tour de... On laisse... Oui, bonsoir. Donc je me sens dans une position un peu particulière, quelque part pour équilibrer un petit peu les propos. José, donc tu nous invitais donc à un tableau finalement sur lequel tu t'interrogeais beaucoup sur la pratique du français, et puis les intervenants aussi s'interrogeaient de la même manière. Moi, je ne partage pas nécessairement la même observation que vous. D'abord, monsieur, vous avez utilisé un verbe très très beau, vous avez utilisé le verbe sautiller. Donc, c'est un verbe qu'on n'utilise pas de manière si fréquente que cela. Donc, le français n'est pas si en souffrance que cela au Bénin. José évoquait le temps où on parle français dans les espaces officiels, dans les réunions. Et puis ensuite, dès qu'on en sort, on parle dans une langue comme le Fon, le Mina ou d'autres langues, ou le Yoruba, ici au Bénin. Quand j'ai parcouru le Bénin, je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont l'intuition que je ne parle ni le Fon, ni le Yoruba, ni le Mina, ni quoi que ce soit comme autre langue, et on me parle en français. Et j'ai rencontré des Béninoises et des Béninois qui parlent très bien le français. J'ai rencontré des jeunes de 10 ans, 12 ans qui parlent très très bien le français. J'ai même été impressionné par la qualité du français lorsqu'on échangeait avec moi. Je faisais une réaction à ces différentes questions. La norme, alors des choses très contrastées. Monsieur évoquait le poids de la norme, et on sait qu'effectivement, le français est une langue normative. C'est pas pour rien qu'il y a une académie, qu'il y a une standardisation de la langue, et on est tous, je dirais même les élèves en France, et ceux qui apprennent le français sont toujours soumis à cet inconscient normatif qui fait qu'on est systématiquement en train de se contrôler. J'avais mon maître et directeur de thèse, Daniel Badjoni, disait c'est quand je me censure que je me censure. Donc il y a des moments où effectivement la norme, c'est aussi quelque chose qui fortifie et qui fait grandir. Autre constat, celui d'un français parlé aisément dans tout le territoire, et puis une question sur et si c'était pas le français, ça serait quoi? Comment on pourrait sortir du français? Alors par rapport à tout ça, José, comment tu réagis? Alors, sur la question du Bénin, du rapport du béninois à la langue, il y a cette mythologie du quartier latin de l'Afrique qu'on aime à citer, à répéter. Bon, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais on se glorifie de ça. Et souvent, on oublie la deuxième partie de la phrase d'Emmanuel Mounier, qui n'est pas très glorieuse pour nous, mais on aime bien garder la première partie. Mais passons. De cette époque du quartier latin de l'Afrique, il est resté au Bénin un très grand sens de la norme et du bien écrire et du bien parler. Ce que monsieur disait est très juste. Moi, je le vois tout le temps dans les réunions professionnelles que je fais depuis que je suis revenu. C'est que
c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai travaillé dans plein de pays au monde, et c'est la première fois que ça m'arrive que quand on rend un rapport ou un compte rendu, et qu'on demande donc aux membres du conseil d'administration ou du comité scientifique de faire part de leurs remarques, il y a une demi-heure à corriger toutes les fautes de français. C'est la première fois que je vois ça. Et d'ailleurs, parfois, ça se limite à ça. On dit, quels sont vos sentiments? La syntaxe, le subjonctif imparfait. On est très fort. À ce niveau-là, chapeau. Bon, donc je me dis, c'est bien. Il y a une élite qui parle remarquablement bien, qui a un vocabulaire, etc. Ça représente combien de gens? Moi, j'avais des chiffres. Pierrick, tu parlais de... Oui, quand on traverse le Bénin, c'est un pays francophone. Et donc, on trouve des gens qui parlent le français, toutes classes confondues. Mais je reviens toujours à cette question de dire, si nous sortions de nos impressions, de nos rapports, voilà, empiriques aux choses et qu'on entrait dans des statistiques, moi j'ai le souvenir que, en termes d'alphabétisation sur le Bénin, on n'excédait pas les 10% de la population alphabétisée. Donc, je ne sais pas où en sont les chiffres aujourd'hui, mais ce n'est pas l'écrasante majorité des Béninois qui parlent le français tout simplement. Ils peuvent le comprendre, ils peuvent le deviner, mais ce n'est pas l'immense majorité. Et effectivement, je pense que ton profil de Béninois pur sucre doit attirer les francophones et les francophiles. Moi aussi, souvent, avec mon fond comme ci, comme ça, les gens, je leur parle en fond, ils me répondent en français. Donc, c'est pas grave, j'insiste quand même avec mon mauvais fond. Mais l'idée est vraiment de se dire que si on sortait de l'empirisme et qu'on se posait vraiment des questions objectives, le rapport, je parle vraiment en mouvement de masse, en termes de chiffres et de nombres que je demande, hein, moi je ne demande qu'à les vérifier, je ne sais pas si le français académique, celui que les gens me corrigent dans les différentes réunions, est à ce point encore vivant. En revanche, et c'est là que je reviens à l'exemple de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, le Congo, ce sont des gens où c'est un pays où la langue est très vivante parce que populaire. Et ça nous ramène à Patelin. Ce sont des langues vivantes parce que populaires. Et qui dit populaire dit créole, dit mélange. Et je pense vraiment que l'avenir de la langue française passe par cette tension avec d'autres langues, cette rencontre où on décomplexe les gens sur la manière de parler. Quand vous parlez anglais, jamais les Anglais ne vous reprennent, jamais. Il s'agit de dialoguer. En France, les Québécois sont les premiers à souffrir de ça. Pourtant, leur français est très bon, mais l'accent qu'ils utilisent est particulier. Du coup, ils se font reprendre tout le temps par les Français. Et ça les énerve. Donc, cette idée de la norme, de l'académie, de Richelieu, de l'Académie française, tout ça a profondément marqué certains pays plus que d'autres. Le Bénin est extrêmement académique et conservateur dans son rapport à la langue. Et c'est peut-être aussi pour ça que... Moi, je prends un exemple. Vous parliez d'Alain Bankou tout à l'heure. Je regarde un peu... parce que je viens de là, de cette famille d'auteurs, d'écrivains. Et puis, je suis frappé, je ne sais pas, là aussi, j'ai pas de chiffres, mais c'est purement instinctif, de la richesse, et pourtant on est soi-disant les gardiens, toutes les générations d'Africains ont été formées par un prof de français béninois ou dahoméen. On était l'élite, par le quartier latin, des enseignants, notamment de français à travers... l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, etc. Et alors, à ma grande surprise, je me rends compte que si vous faites un peu le panel des écrivains africains, il y a très peu de Béninois. Il y a très peu de Béninois. Et si vous regardez les écrivains africains qui émergent du lot et qui sont en masse nombreux, vous avez le Congo, vous avez le Mali, et c'est à chaque fois des auteurs qui inventent une langue. Ce n'est jamais du français académique. Yambo Wologem, quand il écrit Le Devoir de Venance, il est déjà dans cette invention furieuse d'une langue. L'avenir d'une langue passe par sa réinvention, par le télescopage. L'académisme, pour moi, c'est le formol. Et je trouve qu'au Bénin, on est encore trop soucieux du bien écrire, du bien parler, et c'est un vrai danger pour le dynamisme et la réinvention. Je voudrais juste, si tu le permets, apporter
peut-être une contradiction, mais qui n'en est pas une. Cet éloge du métissage est en fait un éloge de l'écriture et de la réinvention de la langue. Elle est celle d'un auteur. Elle est parfaitement légitime. Il y a aussi des formes de métissage. Enfin, moi, c'est celle... J'ai beaucoup travaillé sur le plan universitaire, sur le contact des langues et sur les questions de la créolisation des langues. Et tu te rends compte que tu as aussi un métissage d'impuissance. C'est-à-dire que ce n'est pas cette créativité de l'auteur qui apparaît, mais c'est celle de celui qui bricole. Alors ça peut être du bricolage de génie, mais qui peine, qui est en insécurité et pour lequel l'absence de normes est aussi un véritable handicap, je dirais, dans sa trajectoire professionnelle. J'étais tout à fait sur cette ligne et je la soutiens complètement. En même temps, je me suis rendu compte en tant qu'universitaire, lorsque je corrigeais des copies, en 10 ans, j'ai vu aussi la norme académique, que par ailleurs je brocardais allègrement en faisant des dictionnaires du parler marseillais, en m'intéressant aux parlers ruraux, urbains, aux parlers régionaux, aux langues de France, etc. Je me suis rendu compte que cette langue-là aussi, elle perdait ses bases et qu'elle plombait non pas l'universitaire, mais l'étudiant. Et il me semble qu'une des questions aujourd'hui qui est posée sur la norme, elle n'est pas théorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on poursuit des études en français au Bénin comme dans d'autres pays, et effectivement, il y a une obligation de maîtriser la norme dans des exercices académiques pour la réussite personnelle. Qu'elle ne devienne pas cette norme sclérosée, asséchée de quelqu'un, entre parenthèses, quand on a passé des examens universitaires ou quand on a passé une thèse, il y a toujours dans le jury 3 personnes dont la seule fonction est de repérer tes virgules, tes fautes, les points de virgule au mauvais point. Ça donne l'impression de l'IA. Ceci est une parenthèse. Mais je pense qu'il faut aussi considérer que cette maîtrise de la langue est nécessaire dans un parcours universitaire. Et qu'un parcours universitaire en France ou au Bénin, ça passe par cette maîtrise. Le deuxième point sur lequel je voulais juste réagir aussi, tu parles de la littérature béninoise. Moi, je suis, comme tu le sais, un grand lecteur de littérature béninoise et mon sentiment, et je parle très franchement, j'étais dans je lis tout ce qui sort aujourd'hui et qu'on lit dans les lycées. J'y trouve une langue classique, je dirais, il y a des exceptions, mais on a une langue classique, c'est-à-dire, le mot, je ne vais pas être péjoratif, mais une langue qui reste une langue de l'école, c'est-à-dire extrêmement limpide, mais la fonction, et je me suis fait reprendre par un jeune écrivain qui me disait, mais votre vision de la littérature comme écriture, comme invention de langue, c'est une conception européenne. Et il me disait, nous, en fait, ce qui nous intéresse, il ne le disait pas comme ça, il ne conceptualisait pas comme ça, mais il disait, nous, en gros, ce qui l'intéressait, c'était une littérature d'édification. C'est-à-dire une littérature qui apprend des choses sur la vie, sur les relations dans la société, à se comporter. L'exemple qu'il me donnait, d'ailleurs, c'est moi j'ai lu un texte récemment dans lequel, finalement, la morale de l'histoire, c'est que si tu ne veux pas être malade, il faut éviter la polygamie. Je peux tout à fait entendre ça sociologiquement. Après, c'est l'écriture. Donc, cette limite aussi, elle vient peut-être aussi d'un excès je dirais, de présence du poids social dans l'écriture qui empêche l'invention, je dirais, littéraire, la créativité. Mais en même temps, ton point de vue, José, pourra être reproché, on te dira, c'est un point de vue européen. C'est-à-dire que cette question de la créativité de la langue, nous, c'est pas ça qu'on recherche. Et je me suis retrouvé assez con, je dois dire, avec quelqu'un qui me disait, mais vous cherchez voilà, de l'invention, ben moi je cherche une littérature qui m'aide à mieux vivre, à vivre mieux en société, etc. Sauf que tu as peut-être péché par excès de politesse, et il fallait renvoyer à ce jeune auteur le fait
il se méprenait sur ce que c'est que la littérature. On peut avoir une vision de ce qu'est la littérature sans savoir ce que c'est. La littérature, comme tous les arts, que ce soit les arts plastiques, le cinéma, il y a du cinéma d'édification, il y a du théâtre d'éducation, il y a, oui, mais c'est pas de l'art. Alors on peut dire que c'est de la littérature, c'est une littérature d'édification, on lui rajoute l'épithète. Mais si on parle en termes d'art, l'art ne peut pas être scolaire. L'art, c'est exactement tout ce que tu disais en donnant l'exemple tout à l'heure de la fracture, de la marge. Céline, que je considère comme le plus grand écrivain du XXe siècle, c'est d'abord l'invention d'une langue en utilisant le langage de la marge, de l'argot, de la rue, pas de l'académie. Et donc, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle littérature en tant qu'art, vous avez des plasticiens qui font des croûtes extrêmement illustratives et qui plaisent. On peut considérer que c'est un tableau. Ce n'est pas forcément un tableau d'art. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui change notre rapport au monde. La littérature d'édification, en plus, cet auteur qui t'a parlé est dans une forme, c'est ou de l'inculture, ou un manque de connaissance de ces classiques. Parce que l'histoire de la littérature africaine, notamment, de renvoyer à l'Europe, c'est vraiment une inculture, puisque l'histoire de la littérature africaine, comme de toutes les littératures, est passée par ce stade de la littérature d'édification qui enseigne aux populations, etc. Et puis, il y a, on le voit par exemple dans la littérature haïtienne, comment on passe au lendemain de l'abolition de l'esclavage et de la naissance de la littérature, on passe d'une littérature du nous, pour raconter un peuple, une émancipation, s'affirmer en tant que peuple, à une littérature du je, une littérature de l'individu et de sa problématique, de son rapport personnel, psychanalytique au monde. Et ça crée une bascule. Et les littératures africaines sont passées par ce stade-là. Mariam Abba, dans une si longue lettre, apporte une rupture. Elle écrit cette lettre à la première personne. Elle parle de son intimité. Elle dépasse le simple cadre d'eux. Et en racontant son intimité, elle tient un universel. Donc voilà, si ce jeune homme n'a pas ce background-là, il pense qu'on a encore besoin de littérature. Dans ce cas, il n'a qu'à l'épuiser dans le... Il y a un poète merveilleux que très peu de gens connaissent aujourd'hui, qui s'appelle Agbo Sahessou, qui a écrit des poèmes extraordinaires comment on va dire, de la poésie d'édification, où on raconte le pêcheur, le lutteur, la femme au marché, où on raconte cette vie d'un Bénin rural et bucolique, etc. Et c'est très bien articulé, c'est écrit dans un français mais admirable, et ça a été une étape. Et puis quand Doguissimi arrive, il apporte cette littérature également du récit historique, etc. Et on y va comme ça. Aujourd'hui, on parle des auteurs qui inventent une langue, il y en a peu, mais vous prenez un auteur comme Florent Kwaozotti, il est tout le temps dans l'invention d'une langue. Donc voilà, si on n'a pas le scope et qu'on s'en tient à des références voilà, il faut avoir cette chose-là et affirmer les choses. La littérature, c'est un art avant tout, et l'art c'est la rupture, ce n'est pas la norme, quoi. C'est certainement pas la norme. On a des réactions, on les prend, et puis on n'est pas obligé de répondre à tout d'ailleurs, mais je crois que c'est, voilà. Merci monsieur pour votre développement, je suis avec intérêt, le thème c'est bien intéressant. Moi c'est Enoch Koreo. Là je suis perdu entre invention, perfection et style d'écriture. Selon moi, celui qui écrit, c'est soit il s'adopte un style pour faire passer un message, soit c'est pour perfectionner, pour rendre plus classique son français. Et tout à l'heure, vous aviez dit que le français, le fait que les Béninois s'attardent sur le français académique est un danger. J'aimerais que vous donniez quelques arguments. Comment c'est un danger? Est-ce sur quel domaine, dans quel plan? Puisque je prends par exemple un étudiant qui veut faire sa thèse et qui rédige un rapport avec plein de fautes, et ça ne laisse pas une bonne image de lui. Je prends aussi l'exemple de la dernière fois, j'ai suivi un spectacle ici, c'était
de théâtre, les Tréculons de la République. Mais ils parlaient un français vraiment extraordinaire, même dans un théâtre. Moi, c'était pour moi aussi un français classique, c'est pas un français inventé comme vous le dites. Et si chacun allait s'inventer son français, on aurait combien de français? Qu'est-ce que vous mettez dans inventer sa langue? Je suis un peu troublé. Merci. Des réactions de ce côté, puis on passe de ce côté s'il y en a. Oui, bonsoir, c'est Anissé Mingueto. Je suis le secrétaire général de l'Association des professeurs de français du Bénin. Mais je ne veux pas intervenir en tant que secrétaire, j'interviens en tant que littéraire qui va être un tout petit peu déçu si José Plia ne contextualise pas ce débat en parlant de son rapport de la langue française à travers sa création théâtrale. Parce que en tant que littéraire, moi j'ai étudié concours de circonstances à l'université et j'ai étudié également le complexe de Thénardier, je pense, avec des personnages vidéo, et le cadre d'action avec ce jeu phonique et à la fois visuel qui donne l'anagramme Dakota, où on lit carrément Zakota, où ça rentre dans un contexte socioculturel et qui est un contexte béninois. J'aurais aimé quand même que José Plia parle de la langue française à travers sa création théâtrale, le rapport qu'il a, et est-ce que le Bénin est une préoccupation dans son théâtre. Je pense que si on aborde cet aspect, je serai vraiment complet ce soir. Merci. Merci. Une question, alors je ne sais plus trop, on avance peut-être, oui, alors on change un petit peu de côté si vous voulez, hein, ici. Oui. Je ne vois pas bien. Ah oui, mais on va passer juste après. Oui, allez-y, puis on passe au fond. Donc, en fait, c'est une remarque en même temps qui chute sur une question. Monsieur Plia, la langue française vit mieux quand elle est en contact avec d'autres langues, c'est-à-dire le brassage. C'est ça que vous êtes en train de prôner, selon vos explications. Alors, moi, ma question, la toute dernière, comment, puisque nous avons remarqué qu'au Bénin, la langue, elle ne vit pas. Elle est restée intacte, elle n'a pas changé. On ne crée pas de mots au Bénin, on est toujours attaché à ce français classique-là. Comment la francophonie, le concept de la francophonie, pourrait nous aider à changer cela? Je crois que dans la salle, quelqu'un a posé la question de savoir qu'est-ce que la francophonie, ce concept qui est né au XIXe siècle par un géographe. Vous allez nous expliquer et nous dire en même temps comment ce concept-là pourrait nous amener à faire vivre le français au Bénin. On prend la question, monsieur, au fond. Vous avez remarqué que le fond sert à tout, hein. Il est au fond, à fond. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Köhler, Culture Forum Sud-Nord. Ça fait des années qu'on organise des stages en photographie et vidéo pour des jeunes béninois. Et là, on a remarqué qu'il y a un besoin de storytelling, de visual storytelling. Mais aussi, bien sûr, il y a des défauts dans la technique. Ça veut dire les photos, de temps en temps, sont pas au point, etc. Mais aussi, comment on peut... Je suis avocat que contenu compte avant la forme. Ça veut dire comment on peut encourager les jeunes béninois à écrire ce qu'ils voient autour d'eux, malgré que peut-être ils font des erreurs grammaires, communs, orthographiques, etc. Parce qu'il y a tellement des histoires et témoignages et le Bénin change tellement vite et chacun est un témoin de son temps. Et comment on peut encourager tous ces gens qui vont en ville et aussi dans la campagne de témoigner, écrire et vraiment livrer à nous des choses authentiques malgré peut-être qu'ils font 10 millions d'erreurs dans la grammaire. Je pense que là tu as une tire groupée de questions hétérogènes. Hein. Alors, certaines vont dans ton sens, d'autres résistent. La question de monsieur, je pense qu'elle se trouve dans la réponse et le distinguo que tu as fait. Moi, je suis invité ici en tant qu'auteur, pas en tant que académicien,
ou sociologue linguiste du langage. Et ça, c'est important. Donc, mon point de vue, il est vraiment celui de l'auteur. Et c'est en ce sens que je parlais de l'invention. La question du style, la question de la norme, c'est pas moi je donne mon point de vue, et il a eu raison de faire le distinguo entre la nécessité du bien écrit pour un étudiant qui veut faire une thèse. Moi-même, quand j'ai fait ma thèse, je vous assure, je n'ai pas inventé de langage, je voulais l'avoir, donc je suis resté dans la norme. Et il a raison aussi de dire que la chance, et ça, c'est important de le dire, hein, je suis d'accord avec ce que Jean-Michel a dit, c'est que c'est encore mieux, lorsqu'on connaît la norme, de pouvoir s'en démarquer. C'est mieux d'être D'ailleurs, la plupart des très grands écrivains, vous prenez quelqu'un comme Aimé Césaire, c'est un homme extraordinairement lettré, un helléniste, enfin, il connaissait la langue française mieux que personne, et ça ne l'a pas empêché d'inventer une langue qui lui est propre et qui est du Césaire. Et tous les grands, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de grands auteurs sont d'abord des gens qui ont d'abord maîtrisé la norme. On parlait de photos, de cinéma. Je parlais de Picasso avec une amie la dernière fois. C'est d'abord des gens qui ont été dans une rigueur académique et qui, la connaissant et la maîtrisant parfaitement, dans une démarche extrêmement délibérée, voilà, transgressent et savent où ils vont. Alors, vous avez d'autres gens où cela, c'est des génies furieux. Vous prenez quelqu'un comme Jean-Michel Basquiat, il n'a jamais fait un cours d'art de peinture. Il est dans la rue, il raconte, ça sort, et puis en revanche, il se fait une éducation, espèce de norme et d'académie, par la comparaison avec les autres grands artistes de son temps, par le regard qu'on lui porte, et puis une espèce d'école qui se fait au fur et à mesure sur le tas. Donc moi, quand je parlais d'invention, j'étais vraiment dans ce rapport au langage d'un artiste et pas d'un étudiant ou d'un universitaire. Hein, c'est vraiment pour faire le distinguo. Donc j'incite et j'invite tous les étudiants ici qui veulent leur maîtrise et leur doctorat à continuer à bien écrire et à pas m'écouter sur l'histoire des inventions. Ça, c'est les délires des auteurs, ça. Voilà, ça c'était pour préciser la chose. Après, vous parliez du style. C'est l'invention le style est le fruit de votre rapport au monde. C'est un résultat, le style. On ne recherche pas le style, on raconte l'histoire et on va se dire après, tiens, ça c'est du Racine, ça c'est du Saugny ou ça c'est du Chamoiseau. Donc c'est vraiment, le style est le fruit d'un rapport au langage. Le style ne précède pas le langage. Chez l'artiste, en tout cas chez l'auteur. Concernant la question de la contextualisation de mon théâtre, il faudrait qu'on fasse une séance spéciale pour que je reparle de ça. Mon rapport j'ai parlé tout à l'heure c'est bien que vous rameniez la question, j'ai parlé tout à l'heure d'une anecdote par rapport au complexe de Thénardier. C'est une pièce qui m'est inspirée je vivais à l'étranger, je rentrais en vacances et je viens en vacances chez ma mère et puis j'assiste à une scène. Nous avons beaucoup de familles et de familles aisées, notamment des Vidomingon chez eux, ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui viennent de la campagne pour travailler dans les maisons. Moi, quand j'étais petit, il y avait des Vidomingon, mais ça faisait partie de quelque chose qui me semblait normal. Et puis avec mon départ, mon éloignement, je rentre et la présence de ces jeunes femmes dans la maison qui est désertée parce qu'on est tous partis m'interpelle, m'interroge. Je ne porte pas de jugement, mais je suis intrigué par leur présence et je commence à me demander qu'est-ce qu'elles pensent de ce service ou de cette servitude. Ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, je m'interroge. Et puis, je vais assister à une scène entre ma mère et une de ces jeunes filles qui va m'inspirer le complexe de Thénardier. Du coup, quand j'écris la pièce, un peu plus tard, le titre, mon rapport au titre est encore une autre affaire, mais quand j'écris la pièce, je suis déjà dans ce rapport au langage. Je me dis, quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire ? J'ai écrit 3-4 moutures, c'est toujours comme j'en parle nos patelins. Je passe par c'est une éclosion, c'est une maïeutique qui fait que ça doit sortir et ça prend du temps. Je ne trouve jamais la langue tout de suite. On cherche et on cherche la bonne langue jusqu'à trouver l'os de la bonne manière de dire et de faire parler les personnages. Donc je cherche et puis je lis et c'est Claudel qui disait chaque auteur doit
convoquer son tribunal intérieur. Et c'est une belle image pour dire qu'on est d'abord, si on prend un peu de distance, avant de soumettre son texte à d'autres regards, les amis, les épouses, les éditeurs ou autres, ou le public, c'est d'abord de se décentrer par rapport à ce qu'on a écrit. Donc on écrit dans une inspiration, on laisse dormir, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille, et puis je reviens dessus avec une espèce de regard distancié. Et à chaque fois, au bout de la 3e, 4e mouture, je rendais compte que la musique des personnages ne rendait pas. Je n'entendais pas la musique que je voulais dans le complexe du Thénardier. Donc j'ai laissé dormir le texte, et puis arrive ce moment où je suis à la Dominique, dans les Antilles, dans les Caraïbes, et j'appelle ma mère pour lui parler. Et donc on parle de 6 ou 8 mois plus tard, où j'ai commencé le processus d'écriture, et je lui pose une question en français, et elle me répond en fond. Et d'un seul coup, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, mais oui, je n'entends pas la musique de ces 2 personnages, de la mère et de Vido, parce que je les fais parler en français. Il faut qu'ils parlent en fond. Alors, le médium, c'est le français dans le texte. Mais toute la musicalité, c'est-à-dire que j'ai pensé en fond et j'ai écrit en français. Les métaphores, les images extrêmement perturbantes parfois, quand la pièce a été jouée à plusieurs endroits, c'est mon texte qui a été le plus joué à travers le monde, à chaque fois, ça interroge les images. Mais quand vous traduisez ces images en fond, elles paraissent évidentes. Mais si vous les mettez en français, ça fait des choses un peu étranges. Et c'est comme ça qu'on invente un langage. On va chercher cette musique propre au personnage. Alors, je raconte ça pour le théâtre. Je sais que le rapport est très différent pour le roman ou la poésie. Mais mon domaine étant le théâtre, c'est en tout cas ce processus-là qui m'a mené à... Alors après, vous voyez, par exemple, Dakota, bon, ça c'est très bien, hein, vous voyez, vous dites Dakota, ça vous fait penser quoi? À Zakota, vous dites, bon, eh ben, je viens de l'apprendre. Parce que moi, Dakota, c'est de la pure musicalité. C'est de la pure musicalité. Je me dis, la jeune fille dit, un soldat aux cheveux bleus est venu dans notre salon cette nuit. Il avait un fort accent, l'accent du Dakota. Ça vient comme ça, comme dans une phrase. Et je me dis, Dakota, ça fait exotique en fait. Voilà, c'est juste ça. Je me dis, la musicalité, la résonance, quand on met ça bout à bout, ça fait. Et comme ça revient comme des anaphores à plusieurs moments, ça crée un corpus linguistique pour ce personnage-là. Alors tant mieux si ça renvoie à Zakota, mais c'est pas voulu. Mais ça, c'est les accidents qui arrivent parfois, et parfois il y a beaucoup de psychanalyse à l'œuvre dans ce qu'on écrit. La psychanalyse du texte, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui doivent transparaître après, mais ce n'est pas volontaire. Voilà, c'est juste pour faire... Juste peut-être, je pense que il faut une question. Non, je pense que là il faut juste une question, une seule, et puis je voudrais qu'on conclue. Je voudrais te faire réagir à quelque chose dans la conclusion. Monsieur, voilà, le micro est là-bas, mais il faut essayer de tenir dans les... Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Ma question, j'ai 3 questions, très petites questions. Ma question première... Mouton, hein? Oui. Ma première question, c'est qu'est-ce que c'est que la francophonie? Parce que moi, je ne sais pas. Deuxième question, quel est son rôle? Et ma troisième question, c'est qu'est-ce qu'elle peut apporter concrètement, convenablement à la jeunesse béninoise et africaine? Voilà, voilà. Oui, je pense que c'est, j'avais le même réflexe que toi, voilà. Voilà, dites-nous. Alors, je voudrais féliciter les conférenciers, c'était très intéressant, mais la posture est restée dans ce que je pourrais appeler la francophonie classique. Je suis tout à fait d'accord avec les points de vue, mais il y a des questions qu'il faudrait peut-être relativiser et contextualiser. Bon, je crois qu'on va vers la fin du débat. Je crois que M. Plia a été très précis. On l'a invité en tant qu'auteur.
Donc on ne va pas faire la polémique sur un certain nombre de choses. Ça, c'est sa posture, c'est ça, son point de vue sur un certain nombre de choses par rapport à la francophonie. Moi, je définis la francophonie comme une langue. Et les peuples qui parlent cette langue-là, la francophonie, c'est cette diversité culturelle qu'une langue permet d'exprimer. C'est ça. Donc la francophonie, c'est cet espace, ça désigne cet espace géographique de tous ces peuples-là, de toutes ces communautés qui ont en commun la langue française, mais qui ont décidé de mutualiser cette langue pour porter leur culture, pour porter un certain nombre de valeurs. Au-delà de la culture, aujourd'hui, la francophonie perd à d'autres chantiers. Les valeurs de la francophonie, les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie, la formation, l'éducation. Il y a plein de choses que nous pouvons mutualiser, que cette langue que nous avons en commun nous permet de porter. Moi, c'est la définition que je donne, en quelque sorte, de la francophonie. Nous sommes aujourd'hui 84 pays, une diversité de peuples et de cultures. Mais cette langue-là nous permet de créer un espace de convergence, de mutualiser nos expériences, de mutualiser nos expertises, de mutualiser nos savoirs et nos savoir-faire. C'est ça aussi la francophonie. Donc voilà ce que je pourrais apporter comme approche de réponse à la question qui a été posée. Merci. Merci pour cette prise de perspective. Je crois que ça a été, José, tu as tout à fait raison. Professeur, vous êtes parfaitement légitime justement pour recadrer le débat. Et vous le voyez, nous-mêmes, nous avons glissé. Mais c'était prévisible. On ne rencontre pas un auteur simplement pour lui demander si dans ses fonctions actuelles, il pense que le français c'est bon pour le tourisme ou si les contenus numériques francophones ont vocation à se développer dans l'espace. Ces questions sont parfaitement légitimes. D'ailleurs, si on t'écoute, on y trouve des réponses. Mais ce qui a fait la chair de cette rencontre, c'est d'abord qu'elle soit une rencontre. Et elle est une rencontre avec une personnalité qui dit « je ». Et c'est un temps fort que d'entendre ce jeu, alors que, José, tu dis très clairement que ce jeu n'est pas exclusif. Hein, c'est pas une apologie de la destruction de la norme, c'est pas un refus de l'enseignement, c'est pas à mort les professeurs de français. Enfin, on n'est pas du tout dans cette logique, mais je crois que c'est une rencontre. Moi, je voudrais simplement, pour conclure, parce que vous avez été extrêmement participants et vos questions ont contribué largement à un débat qui pouvait durer évidemment plus, mais je voudrais que tu nous fasses un rappel, moi, d'une expérience que j'ai eue avec toi en Arménie qui m'a beaucoup troublé, qui m'a fait réfléchir. On s'est rencontrés dans ce moment où tu montais une pièce avec des étudiants francophones à l'université linguistique Brusov. C'était, je dirais, moi je suis arrivé en plein truc, voilà, je ne comprends pas bien. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était des textes et une mise en scène qui faisaient référence à la violence et qui étaient portés par ces étudiants-là sur le lien avec le génocide arménien. Je dois dire que ce qui m'a complètement scotché, mais troublé, c'est que moi-même, alors j'assume ce que je vais dire, mais ça peut être déplaisant, fatigué de l'histoire du génocide et de son écriture, je me suis trouvé au début dans une situation où je me disais, on est reparti sur de la complainte, de la douleur, etc. Et une écriture qui me pose problème, y compris en arménien. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que c'était pas ton histoire, c'était ton texte. Et les étudiants m'ont dit, on n'a jamais monté, après je ne l'ai jamais dit, mais ils m'ont dit, on n'a jamais monté un texte aussi fort sur les génocides. Je me suis dit, il y a un truc qui m'a échappé. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Comment tu as perçu la réception de ton œuvre dans un monde caucasien, russophone, arménophone, dans lequel le français est évidemment pas une langue de communication? Oui, c'était une sacrée expérience en Arménie, effectivement. Ce texte s'appelle Les lettres à l'humanité. En fait,
moi, le génocide de ma génération, c'est celui du Rwanda. C'est celui qui m'a, en tant que citoyen du monde, interpellé, secoué, interrogé sur l'homme, l'humanité, la question du mal, plein de questions, en tant qu'homme et en tant qu'auteur. Et j'ai écrit plusieurs textes où cette dimension était présente. Mais je me méfie toujours dans mon approche d'écriture de la sensiblerie, de la larme facile. Je pense toujours au rapport entre l'intime, qu'est-ce que l'histoire dit de moi personnellement, intimement, et comment je sors de ce jeu-là pour porter une forme d'universalité. Mais l'universalité ne se décrète pas. Je crois que c'est parce qu'on est le plus intime dans ce qu'on veut raconter qu'on peut rencontrer l'universel. Donc, j'ai voulu écrire un texte des sans-voix, de gens qui, à travers, depuis la guerre 14-18 jusqu'au génocide rwandais, et après j'ai rajouté des lettres qui vont jusqu'à nos jours, sont des anonymes et écrivent aux puissants de ce monde pour faire part de leur humanité. Et évidemment, ce qui séquence ces lettres, ces adresses des sans-voix aux puissants, c'est beaucoup les guerres, c'est beaucoup de génocides. Je n'ai pas traité du génocide arménien. Hormis le génocide juif, dont je fais une lettre, tous les autres, ce ne sont pas des génocides avérés, c'est beaucoup plus des guerres ou des conflits. Mais il y a toujours au cœur de ça cette question de l'humanité qui est là et des gens qui portent ça. Et donc il y a une déclinaison de 10 lettres, donc ça va d'un tirailleur sénégalais qui écrit à Pétain au moment au 14-18, d'une femme juive, d'une femme allemande qui écrit à Hitler, d'une femme noire qui se retrouve dans les camps de la mort à Auschwitz et qui, cette fois-ci, ce n'est pas elle qui écrit, mais ce sont ses co-locataires, si je puis me permettre cette expression, de cellules qui écrivent en son nom à l'humanité. C'est un nous qui écrit pour parler de cette femme noire qui se retrouve dans un camp de la mort. Il y a des moments très drôles. C'est un Mexicain à la frontière de la Californie qui écrit au gouverneur de Californie de l'époque, c'est-à-dire Arnold Schwarzenegger, pour lui demander de venir le sauver. Enfin, il écrit à Terminator. Et c'est un réfugié qui écrit au préfet de Gironde. Bref, il y a un kaléidoscope comme ça de sans-voix qui écrivent. Et c'est des monologues, c'est des lettres, c'est épistolaire, c'est dramaturgique aussi, il y a tout un travail de dramaturgie. Et ce qui a été passionnant de faire, c'est de voir comment, alors qu'il n'y avait pas de lettres arméniennes, d'ailleurs, quand j'ai contacté, cette université m'a contacté, qui sont tombés sur le texte, ils m'ont dit, est-ce que vous ne pourriez pas écrire une lettre d'une arménienne, et je dis, qui écrit au président turc, par exemple. Et je lui ai dit, j'écris pas sur commande, en tout cas pas comme ça. Mais du coup, elles se sont appropriées le texte. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a les mots, il y a l'histoire, et ce qu'on en fait, ça passe par le corps des acteurs, ça passe par la scénographie, par la mise en scène. Et j'avoue effectivement qu'on a vécu un moment extrêmement puissant. Moi, je revenais du mémorial du génocide arménien, qui est un des plus beaux qui est vraiment dans sa réalisation, dans sa sobriété. J'ai vraiment été très ému de ça. Et je vois ces jeunes étudiantes arméniennes s'emparer de ces mots-là, raconter la douleur d'un Sénégalais ou d'une femme juive, et à travers ces mots-là, dire leur douleur à elles, d'arméniennes. Et c'était un moment absolument extraordinaire. Et pour terminer, la langue était au cœur de ce travail-là, parce que tout le travail que j'ai fait, à chaque lettre, j'ai essayé d'inventer une langue propre aux protagonistes, pour dire, voilà, comment il s'adresse, quel est le médium qu'il utilise, avec toujours ce rapport
ce rapport à la musicalité. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment des pièces musicales, c'est comme il y a des échos, il y a des phrasés, il y a des repons, il y a des choses comme ça qui se déclinent dans cette, presque comme une chose chorale. Et elles ont admirablement rendu ce travail-là, tout à fait. Merci à tous. Alors, encore une fois, je crois qu'on peut véritablement applaudir José pour ce grand moment qu'on a vécu. J'en profite évidemment pour dire que vendredi, sauf erreur de ma part, à 20h30, c'est bien 20h30, il y aura la farce de Maître Patelin. On vous y attend nombreux. Et je dois dire qu'on aura une matinée aussi où on attend des enfants. J'ai eu le plaisir à l'EITB l'année dernière de voir une première. Je peux vous dire que ce qui m'a littéralement scotché, je crois que je m'en suis pas remis, c'est qu'il y avait justement, et ça sera peut-être aussi un élément de réponse à certaines interrogations, j'ai vu des gamins qui naturellement, des tout petits gamins, parler, fond, mina, enfin j'ai bien compris qu'on était, voilà, et qui visiblement étaient très très jeunes, enfin c'était pas du tout déscolarisé. Ils n'ont pas décroché. Je pense que ça a été les spectateurs les plus attentifs et les plus passionnés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait cette passion? Cette passion, elle était sans doute dans le comique de situation. Je crois qu'on rit parce qu'il y a un comique de situation, mais il y a aussi cette musicalité des mots, et je les voyais sur les visages des gamins qui peut-être ne comprenaient pas tout, mais qui étaient complètement attentifs à la musique. Donc je vous invite non seulement à un grand moment de lien entre la langue française, toujours la même, le Moyen-Âge, toujours renouvelée, une réécriture, et vous l'avez compris, ce n'est pas seulement une pièce de théâtre, mais ça sera aussi un concert. Donc on vous attend vendredi avec plaisir, et merci d'avoir été à la fois aussi participant et aussi disponible pour une durée et une organisation un petit peu bouleversée. Mais puisque tu as proposé de bouleverser la norme, on s'en est emparé, on a bouleversé le schéma pour notre grand plaisir. Merci Jean-Michel, merci. Ok. Merci. Alors,